début de l'année dernière. Je m'appelle Jacques Esbernard, je suis le président de Produits en Bretagne, première marque régionale collective en France. 300 entreprises et un tout petit peu plus, qui représente un peu plus de 100 000 collaborateurs dans les entreprises en question et qui développe aujourd'hui à peu près 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et je veux juste le dire parce que visiblement il y a des ministres qui sont amnésiques, donc je vais quand même dire que ça fait 20 ans qu'on se préoccupe, nous, de la relocalisation et qu'on n'a pas attendu que ça soit à la mode. Voilà, donc on va vous écouter. J'espère simplement que ça sera tout aussi efficace et profitable que l'année dernière, puisque il est où, Paul-Adrien? Il est là-bas, il est tout au fond. Voilà, quand même savoir qu'à l'issue de la Startup Weekend de l'année dernière, le projet Zéro Gâchis a été révélé. Et dans le cadre de l'incubateur Produits en Bretagne, puisque nous avons un incubateur d'entreprise qui est installé à Brest, dans les locaux de l'École supérieure de commerce, en collaboration avec la CCI et la région, nous accompagnons la création d'entreprises et nous accompagnons en ce moment, puisque ça se fait en ce moment, la création de l'entreprise Zéro Gâchis qui avait été détectée ici même l'année dernière. Gagnant. Donc, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir le même accompagnement pour cette année. C'est le plus grand malheur que je peux vous souhaiter. C'est que ça marche pour quelqu'un d'entre vous tout à l'heure. Voilà. Merci. Bonjour, donc Anaïs Vivion, je suis gérante et fondatrice de la société BIAP. On fait du développement d'applications mobiles à Nantes. On a créé aussi une plateforme qui a un CMS qui permet de créer des applications mobiles directement en ligne. Donc voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour écouter vos pitchs et je vous souhaite bon courage à tous. Tu offres Et j'offre aux 3 gagnants un abonnement en fait sur ma plateforme si vous allez créer vos applications dessus, plus un coaching pour vous aider dans la création de vos applications mobiles. Donc j'ai vu qu'il y avait des projets de mobile, donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir après les pitchs. Bonjour, moi c'est Erwan Galen, donc j'étais également jury l'année passée. Donc je suis fondateur de la société Zinux. Donc je travaille dans le domaine du cloud computing, donc c'est pas qu'un buzzword, dans le domaine du cloud open source, OpenStack, et donc une société créée cette année. Donc je suis ancien directeur technique de Benchmark Group, donc j'ai géré les équipes pendant une dizaine d'années de créer le site Copain d'avant, développement internet pour l'internaute, journal du net et comment ça marche.net. Donc moi je suis un peu la caution technique du jury, donc attention. Et puis bonne chance pour la présentation. Merci. Bien, bonjour à toutes et tous, Corinne Herel. Je suis députée, membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée et plus particulièrement investie sur les questions numériques, donc infrastructures très haut débit, fixe et mobile, tout ce qui concerne le développement de l'innovation, l'équilibre de la filière économique et également les libertés publiques sur Internet. Et je suis également conseillère régionale. Vous savez, la Bretagne est aussi une région d'excellence numérique. Donc je vous souhaite à tous et toutes, je précise, il y a quand même quelques femmes, bonne chance et bon courage dans vos présentations et surtout plein succès à vous tous. Voilà, excellent après-midi. Bonjour à tous et à toutes. Bertrand Bégin, directeur général de Nestadio Capital. Donc, Nestadio Capital, un fonds d'investissement de proximité installé ici en Bretagne. Nous gérons une 50aine de millions d'euros, une 50aine de participations, dont la moitié dans des entreprises de technologie. Une des particularités, que nous sommes un investisseur en early stage sur des startups, sur un certain nombre de créneaux qui finalement sont assez peu développés par les fonds d'investissement classiques. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous. Dans cette ambiance dynamique et sympathique, c'est une grande première pour moi. Et merci de m'avoir invité. Et je suis très heureux et très impatient de voir ces présentations. Merci.
Merci beaucoup à tous les membres du jury. On va sans plus attendre commencer les présentations. Donc je vous rappelle, 4 minutes de présentation avec les slides que vous avez préparés, 4 minutes de questions-réponses, et puis ensuite on passe au projet suivant. Une fois que ce sera terminé, il y aura une délibération du jury, et puis le jury vous dira après un mot sur chaque projet, et après on élira le podium, et qui remportera, en plus des accompagnements, etc., de magnifiques mouettes. Elles sont les boîtes. Elles sont là, elles sont là. Elle est là, la mouette. Alors ça met un peu la pression, là il y a du niveau quand même en cadeau de dotation. Il y a un radar pour faire du bruit. Ah, bah ouais. On met le micro, voilà. C'est en plus assez agréable comme son, ça c'est sympa. Slide view. Alors voilà. Donc on va commencer tout de suite par le projet numéro 1 qui s'appelle C'est bon, c'est ça. Slide You. Et on continue. Après, c'est Tipan qui passe. On Tipan va danser se sur le préparer. passe pour se préparer à passer. Et c'est Corentin qui tient le timer, on garde un œil sur le timer parce qu'on vous coupe à 4 minutes. Il y a toute l'équipe qui vient à côté et le présentateur qui se met sur la croix. Toute l'équipe à côté. Ouais. Allez, c'est la folie. On dirait l'équipe de rugby. T'as le timer. T'es prêt? C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Goulen Le Fur, je vous présente donc le projet Slide You, qui est le projet que j'ai développé avec mon équipe pendant ce week-end. C'est un projet qui vise à révolutionner la façon dont on a à faire des présentations. Donc jusqu'à présent, pour faire des présentations, en général, on vient avec son ordinateur et on va cliquer sur la souris, ou alors pour mieux utiliser un pointeur pour changer les slides et faire des choses de façon assez linéaire. Et donc l'idée, c'est, nous, on souhaite utiliser la domotique pour rendre l'expérience un peu plus interactive. Donc typiquement, on ne veut plus se retrouver avec ce genre de présentation un petit peu ennuyeuse et on préfère faire une croix dessus et passer à la suite avec une expérience nouvelle qui permet, rien qu'avec les mouvements du présentateur, de faire une présentation, de vivre avec, de faire corps avec son support. Donc l'idée, c'est d'utiliser les moyens de la domotique comme Kinect que je suis actuellement en train d'utiliser pour permettre au présentateur de manipuler sa présentation et d'interagir avec. L'idée est globalement d'apporter tout un ensemble de fonctionnalités qui permettent au présentateur d'interagir avec ses présentations. Donc typiquement, à l'aide des mouvements, on va pouvoir passer d'un slide à l'autre, pouvoir écrire sur la présentation et pourquoi pas zoomer dessus, voire même rentrer dedans. C'est typiquement des features qu'on veut implémenter. D'autres idées, ça serait de faire de la reconnaissance vocale. Donc quand je dis un mot, le mot apparaît sur l'écran pour appuyer le discours du présentateur. Et ainsi faire une expérience beaucoup plus interactive pour tous les gens qui font des conférences assez régulièrement. L'idée derrière qui se cache, c'est que l'on veut adresser toutes ces communautés de gens qui font des présentations, c'est-à-dire que ce soit des grands conférenciers, que ce soit des professeurs, que ce soit des consultants, et qu'on puisse leur vendre des licences. Donc on pense à 3 offres. Une offre plutôt accessible, pas à bas prix, qui permettrait d'accéder aux fonctionnalités de base de l'outil pour tout à chacun, je dirais. Mais là, typiquement, on ne fournit pas de matériel. La deuxième offre auquel on pense, c'est une offre plus professionnelle où là, on va fournir le matériel et on va aider les gens à se lancer, je dirais, sur le sujet. Et on envisage une offre groupe corporate où là, on s'associerait carrément avec des grands groupes marketing ou des grands groupes qui ont un service marketing fort et leur faire un contrat de maintenance, un contrat de support, leur fournir un réseau de prestataires qui permettrait de faire des présentations détaillées, ce genre d'éléments.
Donc voilà un petit peu pour le modèle. Donc le plan de développement, clairement on veut surfer sur l'effet wow, ce qui vient de se passer juste là. Donc on envisage de rembourser nos premiers éléments de R&D à l'aide d'une dissémination rapide avec nos licences les moins chères, je dirais. Et dans un deuxième temps, lancer une R&D plus consistante pour dépasser cet effet wow et faire en sorte que l'on puisse faire une expérience beaucoup plus interactive, travailler avec des ergonomes, des designers pour réfléchir au futur de la présentation telles qu'elles sont faites actuellement. Donc nos concurrents, on a un petit peu regardé ce week-end. Donc en termes de concurrence, on a typiquement eu un concurrent dont le nom m'échappe actuellement, mais qui fait une solution à peu près similaire. Donc l'idée c'est de se concentrer sur seulement les mouvements et de pouvoir faire ce genre de présentation sans trop de réflexion sur la présentation en elle-même. Donc le plan, c'est que on va se rapprocher de nos incubateurs et on va essayer de monter cette société au plus vite. Des questions? 4 minutes de questions. Et donc, ouais, vous avez des visées internationales par rapport au marché. Ma question est orientée, c'est surtout pour le public italien. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de faux positifs en fin de compte pour les mouvements là vous maîtrisez un peu le produit, mais est-ce que justement peut-être pour des très grosses présentations, un mouvement de bras, mais après oui, il n'y a pas que l'interaction avec les mouvements, il y a d'autres interactions. Avec la reconnaissance vocale. Donc, tu passes le micro. Ouais, je vais récupérer le micro. À ce niveau-là, on nous a un petit peu challengé sur ces idées-là, et l'idée sera effectivement d'envisager des mouvements clés ou des mots-clés qui permettent d'activer ou de désactiver la reconnaissance. Donc, typiquement, on pourrait avoir un ensemble de mouvements de base pour slider, et puis de temps en temps pouvoir changer de mode, et là, pouvoir rentrer dedans, dessiner, faire ce genre d'interaction en différents modes d'édition. Et est-ce qu'il y a vraiment un effet wow avec simplement l'interaction? Parce qu'il y a des éditeurs comme Pricey, maintenant il y a des remplaçants des vieux PowerPoint avec tout ce qui est HTML, avec des interfaces, des frameworks disponibles. Est-ce qu'il y a vraiment un effet wow avec simplement bouger le bras, ou est-ce que vous prévoyez aussi de travailler sur la partie produit pour qu'il y ait aussi un effet visuel? Parce que là, en fin de compte, il n'y a pas forcément trop d'effets visuels. Oui, bien sûr. Donc, sur l'effet wow, je vais répondre simplement, c'est ce week-end. En fait, on était venu en se posant des questions, en se demandant si les gens allaient adhérer, et on a été vraiment surpris par l'émulsion qui s'est créée autour de notre projet. Les gens venaient nous voir, les gens venaient jouer avec nous sur notre keynote, donc on a envie de penser oui. Et sur les aspects réflexion sur la présentation en elle-même, c'est bien cette deuxième partie. On veut surclasser cet effet wow, pas se contenter de faire une start-up de 1 an, mais vraiment de réfléchir à comment on peut dépasser ça, donc réfléchir à la représentation, réfléchir à la façon dont la présentation se déroule, réfléchir à comment les gens peuvent interagir, c'est-à-dire si quelqu'un rentre sur la scène et veut discuter avec moi, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer et échanger sur ce genre de principe. Donc voilà, c'est effectivement des réflexions de deuxième niveau qu'il va falloir qu'on mène. Moi, j'avais une question un petit peu de savoir, parce que ça nécessite un équipement. Donc, comment ça se passe d'un point de vue, on va dire, prix de l'offre pour une personne qui veut, par exemple comme moi, dans mon entreprise, je veux pouvoir m'entraîner dans mes présentations, sachant qu'il faut que j'aille dans un endroit qui est déjà équipé. Comment vous allez faire face à ce genre de contraintes? Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans un endroit équipé, il y a juste besoin d'une Kinect. Donc, l'idée, c'est effectivement, en termes d'accès, la Kinect, ça coûte 250 €. Donc, c'est quelque chose qui semble accessible pour les sociétés. On n'est pas dans des prix qui doivent effrayer les sociétés, normalement. En plus, les gens peuvent soit se fournir en Kinect, ou en matériel eux-mêmes, soit on va le fournir à nous-mêmes, donc probablement bénéficier de tarifs, parce qu'on prend de la masse. Donc on pense arriver avec des offres justement très intéressantes et se positionner en face à des solutions peut-être déjà existantes mais qui nécessitent au contraire beaucoup de matériel, du matériel cher. Je pense typiquement aux tableaux interactifs, qui sont des solutions qui sont un peu approchantes pour les aspects présentation pour les professeurs, mais par contre qui demandent un investissement assez important de la part de l'université. Là, une Kinect c'est 250 €, si on part sur une offre par exemple à 400 € pour une quinzaine de salles, c'est tout à fait quelque chose d'accessible à mon sens.
Tout à fait. Donc, comme on est en train de le faire là, la Kinex s'interfacerait avec le logiciel. Aujourd'hui, vous vous basez sur la technologie Kinect ou vous voulez ouvrir sur d'autres choses? Parce que sur les technologies Kinect, il y a chez Microsoft un incubateur spécifique. Vous avez regardé ce qui se faisait dans leur incubateur? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées autour de la Kinect. Donc on ne connaît pas le contenu du lab. On a appris qu'il y avait un lab ce week-end. On a regardé en termes de concurrence par contre. Donc on sait qu'il y a des gens qui ont fait des choses mais qui sont quand même pas tout à fait en face de nous. Donc on a un créneau où on peut se positionner. On peut apporter de la plus-value. Après, travailler avec Microsoft, ça serait plutôt un avantage pour nous. On espère, pourquoi pas, arriver à tirer l'œil de Microsoft pour qu'ils nous aident, qu'ils nous incubent et qu'ils nous poussent un petit peu. Merci. Ouais, c'est bien. Fais-le maintenant, comme ça. Alors, après Tipad, c'est Buddy Sport après Tipad. Buddy Sport qui se prépare pour celle qui viendra après. Tipad sur place, l'équipe. Il y en a un qui reste ici pour passer les slides. Qu'est-ce qu'il présente chez vous? C'est vous qui voyez. Ils sont là. Il y a quelqu'un qui reste derrière. Ou devant. Je peux passer l'ordi. Non, mais excusez-moi, je vais me présenter aussi. Reste devant, c'est bien. Vous échangez? Ou alors on échange? On peut changer. Bah ouais, après. On y va! L'équipe au complet. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Emilien et voici David. Donc on est là pour vous présenter le projet Tipad. Donc Tipad est né pendant le Startup Weekend. Donc on est une équipe de 4 personnes. On a réussi à assembler en fait des compétences techniques, graphiques, commerciales et marketing. En fait on est parti d'un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui laissent des avis sur les sites communautaires, notamment dans le domaine hôtelier, et que de plus en plus d'internautes, en fait, tiennent en compte ces avis dans leur décision d'achat, en fait, dans leur choix définitif. Mais malgré ça, il y a des entreprises aujourd'hui qui peuvent manipuler ces données, et donc aujourd'hui, les acteurs du marché sont remis en cause, donc il y a des faux avis qui sont postés sur les sites communautaires. Et donc l'utilisateur final est trompé. Donc nous, notre solution, en fait, c'est d'installer une borne interactive basée sur un support tablette. Donc on va mettre à disposition des clients dans les hôtels. Donc les clients, en fait, à la fin de leur séjour, vont pouvoir mettre un avis qu'on va certifier, entre guillemets, donc un avis certifié. Comment ça fonctionne concrètement? Le client, en fait, va laisser un avis qui va, donc l'avis certifié sur la borne Tipad. La borne Tipad, elle, ensuite, va diffuser sur les sites communautaires, en fait, d'avis communautaires des avis, donc comme des sites comme TripAdvisor ou Google Local. Et en plus de ça, l'hôtel va récolter de l'information sur sa clientèle et son activité. Alors, les avis certifiés, qu'est-ce qu'on y gagne? C'est qu'aujourd'hui, le client, lui, il retrouve de la confiance dans les choix qu'il fait, il est sûr qu'il ait affaire à des gens en face. L'hôtel, lui, améliore son image, il améliore aussi sa notoriété, il est de plus en plus vu, donc il améliore son référencement sur le web et donc accroît son activité. Et pour finir, le site communautaire, lui aussi, retrouve de la crédibilité, puisqu'aujourd'hui, il n'a plus affaire à ces problèmes de faux comptes. Donc aujourd'hui, Tipad veut se positionner en tant que spécialiste de l'avis certifié. Donc les concurrents aujourd'hui, il n'y en a pas de concurrents directs, il y a des concurrents indirects qui peuvent être les agences de communication, d'événementiel. Donc nous, on a étudié le marché, on a décelé qu'il y avait 3000 hôtels 3 étoiles en France. Et du coup, notre objectif est de capter 1% du marché en première année. Donc le modèle économique, c'est un abonnement à l'année avec des mensualités de 199 € qui ont été obtenues par une méthode d'écoute en fait. Et cet abonnement comprend donc l'iPad, la borne, l'application en location chez l'hôtelier. Donc maintenant quelques chiffres. La construction, donc les coûts de structure.
Comme il y a un iPad qui est sur l'hôtel, chez l'hôtel, avec une borne également, donc il y a des investissements importants la première année, et en deuxième et troisième année, on va pouvoir retrouver les salaires qui s'ajoutent. Donc le deuxième slide exprime la montée en puissance du chiffre d'affaires, avec la première année, du coup, un chiffre d'affaires qui est sur 1% du marché, donc 30 hôtels. La deuxième année, 3% du marché, ce qui correspond à 90 hôtels, puis 150 hôtels en dernière année. Voilà. Et donc, on voit bien le potentiel en fait d'une telle activité au niveau des avis qui peuvent être générés via cette application. Il faut dire que 25 avis par personne par client. Et du coup, voici une image de l'application. Bonjour. Donc moi j'ai une question en fait par rapport à la modération. Je ne sais pas si vous savez aujourd'hui, mais quand on fait des applications, TripAdvisor ou d'autres sociétés permettent à des utilisateurs de mettre des avis, ce qui importe beaucoup le professionnel, c'est la modération, parce que s'il se retrouve avec un avis qui est négatif, il n'aime pas du tout. Et aujourd'hui ils mettent des interfaces pour que le restaurateur, le professionnel puisse supprimer le mauvais commentaire. Est-ce que vous avez prévu de gérer ça ? Donc aujourd'hui, on est sur une démarche qualité. Les avis qu'on veut laisser, donc c'est des avis qualité, on ne veut pas tromper l'utilisateur, donc on reste sur une démarche spontanée. Par contre, on avait pensé à des techniques pour booster un peu le côté je vais laisser un avis positif. C'est-à-dire que lors du passage au check-out, en fait, on peut proposer un jeu concours en plus, donc je peux gagner une nuit sur 5 en passant en caisse, ou alors gagner 5% sur ma facture en passant en caisse, donc c'est sur tirage au sort ou autre. Et du coup, ça booste en fait l'idée que derrière, il va laisser un avis plutôt positif s'il a eu 5% sur son séjour. Et dans le cadre d'un avis négatif, bah écoutez, c'est après, nous aussi, on propose un outil de contrôle aussi pour le franchisé. Aujourd'hui, les ressources humaines donc on s'adresse aux franchisés, les ressources humaines en haut, elles vont avoir des avis en fait sur leur région. Aujourd'hui, ils vont peut-être se rendre compte qu'il y a des régions qui fonctionnent moins bien que d'autres, où les avis sont moins bons, et du coup, pouvoir peut-être essayer d'arranger les problèmes au niveau des équipes, peut-être en place, ou arranger en fait ce qui est critiqué ou reproché en fait à l'hôtel. Et le marché, ouais, donc est-ce qu'il n'est pas, vous évoquiez 3000 hôtels, donc c'est 199 par... du coup, cette fin. Pour quelle période? C'est par mois ou pas? C'est 199 par mois avec un engagement sur un an. Ouais, donc c'est assez cher. Et du coup, est-ce que ça va faciliter justement, vous évoquiez les hôtels 3 ou 4, les hôtels plus de luxe? Les hôtels de luxe, donc 3 étoiles ou plus. Et donc, par contre, pareil que sur un marché français pour l'instant, ouais. D'accord. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté, pareil, du fait vous voulez que les avis soient sincères, est-ce que du coup la personne ne va pas se désabonner s'il y a des... Est-ce que ça ne va pas, déjà par rapport à ces 3000 hôtels, ça ne va pas réduire après encore à ceux qui sont de très bonne qualité, qui ne veulent pas d'avis négatifs ou qui ont été refaits récemment, ou est-ce que le marché n'est pas trop limité, quoi? En fait, on s'est rendu compte, on a été interviewé 3 hôtels qui se trouvent pas très loin d'ici. Et donc c'était principalement des indépendants. Et les indépendants, en fait, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de ça. Enfin, généralement, ils n'ont pas envie de... Ils manquent de temps pour mettre en place des outils, des actions marketing. Et du coup, nous, c'est pour ça qu'on voulait s'adresser au siège. C'était pour être en relation avec le service marketing et avoir quelqu'un qui puisse comprendre l'intérêt d'une telle application en termes de référencement, de visibilité sur Internet. Votre cible, c'est améliorer la notoriété de votre client, l'hôtel, ou c'est améliorer l'information du client potentiel? Aujourd'hui, on veut se baser comme une garantie en fait. Donc, on veut améliorer l'image de l'hôtel. Donc, mais derrière, on sait que, enfin, en fait, l'idée c'est de garantir qu'il y ait une vraie personne derrière le commentaire qui est laissé, qu'il soit mauvais, qu'il soit bon. Aujourd'hui, les personnes après, elles sauront qu'il y a une réelle personne, et du coup, c'est là-dessus que c'est ça qui fera notre force et qui fera la force de notre communauté. C'est que demain, quand ils iront sur TripAdvisor et qu'ils verront un commentaire TipAd, ils sauront que derrière, c'est un vrai commentaire.
Badisport, vous pouvez venir sur scène. Alors après le Badisport, c'est Direct Menu. Direct Menu qui se prépare pour celle d'après. Alors, voilà. Là, je dois commencer. La semaine dernière, C'est ce qui avance, je vais mettre un peu la surprise. Allez, incroyable. Voilà, c'est là, d'accord? Ouais. C'est ça. Et après, tu as le jeu là. alors, Pour la vidéo, c'est pareil, c'est un gros, Commande. D'accord? Commande tab. Et là, ça marche cette souris ou pas? Là, ça marche ou pas ta souris, tu vois? Ah, voilà. commande tab. Commande tab, et après sur le player, tu as un flèche. C'est bon? On y va? Hop. Bonjour, Karine, passionnée de sport en tout genre. Ravie d'être là avec l'équipe. Élise, bookkeeper. David, VTT, occasionnel. Cédric, VTTiste. Et Pedro, occasionnaliste. Et Martin, voilà. Mylène, nageuse. Pour vous présenter Badisport. Pas plus tard qu'hier, après 15 heures de Startup Weekend, j'avais vraiment besoin de m'aérer un peu la tête. Je cherchais un endroit sympa pour aller faire du paddle, prendre un peu l'air. Seulement voilà, parisienne, je ne savais pas du tout où aller. Je ne connaissais pas les spots, pas les associations. Que faire? Résultat, je suis restée, j'en suis à 54 heures à peu près de Startup Weekend non-stop. Quel sportif n'a jamais rêvé d'avoir à sa disposition un outil simple lui permettant de lui donner tous les bons coins sportifs autour de lui? Quel sportif n'a jamais rêvé savoir où sont tous ses partenaires, ses amis, pour partager avec eux leur sport préféré? Aujourd'hui, Badisport vous présente une solution. On peut faire du sport où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Donc nous allons vous présenter notre maquette. Si, Donc voilà, moi je vais vous présenter maintenant les différents intervenants autour de notre système. Donc il y a tout d'abord les sportifs, les pratiquants de sport. Eux, ce qu'ils recherchent, donc on en a rencontré quelques-uns, on a rencontré un peu tous les pratiquants, enfin tous les intervenants ce week-end. Les sportifs, ce qu'ils recherchent, c'est donc d'abord une communication entre sportifs et de l'information. Donc de l'information sur les spots, sur leurs amis et sur les magasins qui sont aux alentours. Donc tout l'intérêt de la géolocalisation de notre application mobile. Ensuite, il y a donc les clubs, associations et les magasins. Eux, ce qu'ils recherchent, donc, ce sont des canaux de communication grâce à notre canal de communication, ils vont pouvoir s'adresser à des cibles qualifiées et géolocalisées. Ensuite, il y a donc les marques. Les marques, elles, c'est ce qui va être le plus important pour nous. On va leur proposer d'augmenter leur visibilité sur des spots ciblés et fréquentés. Donc, on va leur proposer en fait d'acheter le nom du spot et d'y apposer leur marque. Donc je vais vous présenter comment on va faire ça. Alors il y a deux interfaces, une interface web et une interface mobile. Une interface mobile qui est quasiment faite d'ailleurs, enfin qui est finie. Donc voilà l'application mobile. Donc sur les deux interfaces, on va commencer par une carte. Sur cette carte, on va indiquer donc tous les clubs et associations, les magasins et surtout les spots, donc les lieux de pratique du sport. On va pouvoir y ajouter donc de l'information concernant ces lieux.
Ensuite, donc, tous les utilisateurs de notre application vont graviter autour de cette carte, ce qui va nous donner des informations. Et ensuite, nous allons donc proposer aux marques finalement d'acheter ou de louer un spot publicitaire. C'est-à-dire qu'ils vont savoir où vont nos utilisateurs et ils vont pouvoir payer pour donner leur nom au spot en question. Ensuite, nous allons également inciter tous nos utilisateurs à communiquer le plus possible autour de notre solution via les réseaux sociaux, et nous allons essayer de revendre toutes les informations, toutes les statistiques des réseaux sociaux aux marques. Donc là, vous n'avez pas tout détaillé, mais donc là, vous évoquiez du partage d'informations entre pratiquants de sport, mais est-ce qu'il y a aussi le concept de rencontre ou d'organisation c'est pas un point qui est prévu, c'est de l'échange, le périmètre, c'est de l'échange entre pratiquants. C'est pas non plus le mythique du sport. Donc c'est pas le mythique du sport, mais effectivement, vu que c'est géolocalisé, l'intérêt pour un pratiquant, quelqu'un qui fait du sport, ça va être de voir où sont ses amis et de pouvoir aller les retrouver. Il va pas pouvoir rencontrer de nous. Il va savoir où sont tous les utilisateurs de l'application via des systèmes de check-in. Par exemple, on arrive sur un spot, on dit ça y est, je suis sur ce spot-là. Toute la communauté va savoir que telle personne est à cet endroit. Et juste pour finir de répondre, chaque association ou magasin a la possibilité de développer, de créer un événement autour d'une promotion. Et vous n'avez pas prévu de faire un regroupement, on va courir, voilà, ça peut être création des voilà. On va faire un jogging ce soir. Voilà, et de proposer, j'y vais, je suis seul, si je mets. Voilà, voilà. C'est dans J'avais un doute, vous avez dit que votre business model repose sur le fait de revendre aux marques les réseaux sociaux. Enfin, non, pas tout à fait. Ah bah d'accord. Alors, en fait, on va donc proposer aux marques de donner leur nom au spot. Donc ils sauront quel spot est le plus utilisé par nos utilisateurs. Et il y aura également l'aspect, la différence de qualité des spots. Enfin, j'entends par là, un spot tel que La Torche dans le Finistère n'a pas la même valeur pour une marque que Pénétin qui est à côté, par exemple. Je ne veux pas à Pénétin. Mais du coup, pourquoi pas, on pense à un système d'enchères pour les spots. Et finalement, que les marques enchérissent pour acheter La Torche. Puisqu'il y a quelque chose, ou La Cano dans le sud. En complément de réponse, il faut vraiment visualiser ces spots comme des spots publicitaires. Aujourd'hui, on sort, on a un panneau dehors, il y a un match de foot, il y a des éléments, un événement précis, voilà. C'est un spot publicitaire. Tout à l'heure, parce que j'avais compris ou cru comprendre que vous alliez revendre les adresses des... C'est pour ça que je me disais, là, il y a un truc. Les statistiques. Alors en fait, ce qui est un peu compliqué généralement au début, c'est de drainer la communauté. Qu'est-ce que vous avez prévu pour accélérer le fait d'avoir beaucoup de monde sur l'appli pour pas qu'on arrive directement et que le service soit vide en fait? Je peux répondre à cette question. Donc, Martin l'indiquait tout à l'heure, on a rencontré beaucoup de monde ce week-end. Le samedi, des utilisateurs, des associations, des magasins. Donc là, la maquette, on l'a orientée par rapport à une association bien précise qui fait de la planche à voile dans les Côtes d'Armor, qui a 1500 inscrits sur son site. Et l'idée, c'est de fournir une solution mobile qui permet de faire un check-in en se rendant à un spot. Donc là, actuellement, c'est fonctionnel. Il y a un tweet de transmis sur leur site en direct, avec le check-in. Et donc là, on va drainer des utilisateurs qualifiés par rapport à un sport bien précis. Vous allez tous aller les voir, vous allez envoyer une personne qui va aller démarcher toutes les associations. On va se concentrer sur un premier type d'association, sur une première niche pour améliorer la qualité du produit. Et après, par effet, je dirais, de viralisation, de community management et autres, on va étendre le concept. Sachant qu'on a également commencé à travailler sur la partie gamification, d'où la mascotte avec une déclinaison, pour inciter les utilisateurs à avoir envie d'aller faire un check-in parce qu'ils vont être le maire du spot, la Foursquare ou d'autres systèmes. L'aspect killer un peu des sportifs. Direct menu, et puis après ce sera Go Event. Go Event.
Ça donne envie, hein? Hein? Direct menu. Et oubliez pas de tweeter. On est passé 3e au lieu de 4e là. Il faut continuer. Alors, elle a laissé la souris, donc le truc appuyé sur C'est parti. Bonjour, David Geffroy, je suis étudiant à l'EC de Brest. Alors j'étais avec 4 ingénieurs, 2 commerciaux et un designer pour développer Direct Menu. Alors c'est une kinette manuelle. Alors on avait une problématique, c'est que on se rendait compte que beaucoup de gens n'aimaient pas spécialement faire les courses et avaient de moins en moins de temps pour faire à manger, mais malgré tout, ils souhaitaient continuer à manger correctement. Donc, on a décidé de développer une application qui génère automatiquement des menus, puis crée la liste des courses automatiquement et l'envoie au drive des GMS. Et il n'y a plus qu'à aller chercher directement au drive tous les produits. Donc voilà le fonctionnement. Alors, premièrement, vous choisissez un profil, puis notre application va générer une liste de menus pour faire associer une liste de courses qui va être envoyée directement au drive. Donc voilà, pour faciliter les choses, on a décidé de faire des menus, des profils prédéfinis, type sportif, type gourmand. Et rapidement, c'est généré une liste de repas selon les critères proposés. Et donc facilement, parce que bon, on ne mange pas toute la semaine à 5 personnes, il se peut qu'on décale, on retire une personne pour un jour. Donc tout ça avec une ergonomie très facile. Et puis il n'y a plus qu'à envoyer. On déclinera cette version sur tablette et également sur smartphone. Et là également, il n'y a plus qu'à envoyer. Et il n'y a plus qu'à aller chercher. Donc maintenant, on va vous parler un petit peu plus de notre business et notre approche. Donc on était parti du contexte que les drives, ça se développe de plus en plus. Et voilà, c'était l'avenir. Donc, à partir de là, on a réalisé une étude, on a eu 140 retours. Alors, comme nous, beaucoup de personnes avaient des problèmes sur ce qu'ils souhaitaient choisir pour faire leurs courses et se trouvaient intéressés par la solution qu'on proposait. Et les critères importants pour eux, c'était que ce soit gratuit, qu'ils puissent changer rapidement un repas s'ils n'aimaient pas, que ce soit varié et que ce soit facile à utiliser et à réaliser. On a étudié le marché, déjà les concurrents qui existaient, on a essayé de les positionner, se positionner par rapport à ces concurrents. Alors il y avait déjà beaucoup de concurrents, mais qui proposaient l'ensemble l'ensemble de la connexion que nous on propose. Il n'y avait aucun concurrent pour l'instant que l'on a trouvé. Alors pourquoi nous? Parce que par rapport à nos concurrents, c'est facile. En plus, on prend en compte le profil du client, on s'adapte donc au client, et en plus, c'est automatique, c'est envoyé directement. Pour ceux qui n'aiment pas faire les courses, c'est vraiment pratique. Alors, pour se déployer, dans un premier temps, il faut que notre version soit gratuite, et pour essayer de créer une base de données de clients. Et dans un deuxième temps, on va proposer aux marques qui veulent être bien représentées sur notre application de payer. Et la deuxième source de revenus pourrait être les GMS. Donc on propose de décliner ça, de partir d'abord sur le web, puis décliner en tablette et en smartphone. Il y a aussi la problématique d'autres produits du type shampoing qu'on doit acheter de temps en temps quand on va faire les courses. Alors il existe une application Prixing. Il suffit de flasher le code barre de ces produits et on pourrait les intégrer directement à notre base de données et donc envoyer directement au drive ces produits. Donc là, vous avez prévu d'intégrer des recettes, enfin tout un
liste de recettes déjà prédéfinie, où vous allez donc réussir à définir à la main les quantités par rapport au nombre de personnes. Enfin, vous avez déjà prévu une source pour faire ces recettes, et est-ce que du coup, au niveau des quantités, il y a toujours des problèmes dans les applications pour gérer les quantités par rapport au nombre de personnes, c'est jamais évident, donc peut-être partir sur combien de recettes et comment vous allez travailler avec des diététiciens, enfin, il y a toute une constitution de base de données, là, vous avez prévu de faire vous-même, ou travailler avec d'autres acteurs. Alors, on n'a pas défini forcément comment on allait faire, mais on a plusieurs hypothèses. Déjà, c'est partir sur une base de données assez simple, faite par nous-mêmes, car on fait quand même des repas, des choses simples. On n'est pas de la qualité avec des choses compliquées au niveau. Donc, non, on n'est pas, on va dire, dans la grande cuisine avec de nombreux ingrédients, donc ça reste des choses très simples, que tout le monde, des repas que tout le monde connaît, et au final, on répond à la problématique qu'est-ce que je vais faire ce soir à manger ou tout de la semaine. Et plutôt que réfléchir, on propose, et puis il n'y a plus que soit la personne adhère, soit elle refuse. Pas pour l'instant de cuisine ou pas des donc après, on avait pensé s'associer à des personnes qui étaient passionnées de la cuisine pour recommencer à développer des recettes et des produits qui sont en adéquation. Je voulais vous poser une question. Vous avez déjà questionné les distributeurs, les enseignes qui ont des drives? Est-ce que vous les avez déjà questionnés? Alors, moi, j'ai rencontré... Non, juste après, je vais vous poser la question. J'ai rencontré quelqu'un du Superbu, c'était il y a un moment, et il m'a montré, parce qu'il existait déjà, il me disait qu'il y avait la possibilité avec l'historique, c'était les maquettes pour eux qui fonctionnent, et donc on en a parlé, il trouvait que l'idée était intéressante. Non, je vous dis ça parce que aujourd'hui, les drives perdent de l'argent. Donc quand je vois que vous dites on va les faire payer, je vois pas bien comment, ça perd de l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un service qui est déficitaire. Je vous le dis, voilà. Donc il va falloir peut-être réfléchir au modèle, travailler le modèle peut-être différemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, le modèle du drive, c'est pas un modèle bénéficiaire. Alors, faire payer les grandes et moyennes surfaces, c'était la deuxième source de revenus à laquelle on pensait. On pensait d'abord, la première source de revenus, les marques pour se positionner. Alors, par exemple, on prend le Stick Rue, il souhaite être bien positionné, donc dans l'algorithme, on fait en sorte qu'il soit mieux positionné. Juste une question de curiosité, pourquoi vous n'avez pas pensé à prendre une commission, par exemple, sur le panier, en plus pour l'utilisateur? On y a pensé, mais dans notre sondage, il est apparu que c'était important pour lui que ce soit gratuit. Et dans un premier temps, si on veut créer l'usage, en faisant payer le consommateur, parce que oui, effectivement, il y a 3 possibilités, on pensait que ce n'était pas ce qui était le plus pertinent, du moins pour commencer. Et donc, ouais, très vite. Sur ce que là, il vous donne une tablette. Donc, qu'est-ce que vous avez fait dans le week-end et qu'est-ce que vous avez implémenté? Là, c'est une application. Là, c'est juste des maquettes ou il y a déjà eu un peu de travail fait dans le week-end? Alors, au niveau de la technique, on avait un étudiant ingénieur qui a commencé à faire des tests, voir pour développer ça, et avec un designer qui était dans l'équipe, voir comment on pouvait approcher ça. On a essayé aussi de sonder les personnes. Voilà, pour l'instant, ça sera encore des développements. Go Event, et puis après, se prépare. Réunion édition. Après. Union édition. Oui, d'accord, Union édition. Ouais. Tu te rappelles du nom? Union création. Union édition. Union édition après. Ça se passe comme vous voulez, je m'insulte. Je suis arrivé à Roseau. Super. C'est un peu rapide, mais bon, c'est le format qui veut ça. Qui est-ce qui passe les slides?
On parle pas sans Marie-Garde. Par le chocolat. D'accord. C'est parti. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis étudiant à l'INSAT. J'ai travaillé sur un projet GoEvent avec des étudiants de l'université de Brest. Le problème principal, c'est qu'en ce moment, il existe un site de covoiturage et d'hébergement. Et il faut faire une démarche double pour pouvoir aller à un événement particulier, à un endroit donné. Donc nous, on a décidé de faire un site où on regroupe les deux choses en fait, dans un seul site. Et on va se baser plutôt sur l'événement. Les sites actuels se basent sur un trajet A ou B, site de covoiturage, et les sites d'hébergement sont plutôt des hébergements de plus ou moins longue durée pour des vacances et à prix plutôt élevé. Notre but à nous est plutôt de nous concentrer sur une communauté. Vous allez à un concert, et vous allez faire un covoiturage et un hébergement avec des gens de cette communauté. Donc, voilà. Problème et solutions, justement. Donc, notre idée principale, donc on est une équipe de développeurs, donc on s'est concentré sur l'interface, c'est d'avoir une interface simple, intuitive, de limiter au maximum le nombre de clics pour accéder aux informations pertinentes, et justement, d'avoir un logo simple, et plutôt les informations mises en avant. Le nombre de personnes qui proposent un hébergement, et le nombre de personnes qui proposent un covoiturage, et pouvoir en 1 ou 2 clics proposer ou avoir un covoiturage et un hébergement. On se baserait plutôt sur un système de géolocalisation, puisque les hébergeurs seront plus difficiles à trouver. Donc on va proposer des événements proches de chez vous, et on suppose que vous allez proposer un hébergement s'il y a une compensation financière, ou si ça vous intéresse de parler avant votre concert à des personnes qui font partie de cette communauté-là, justement. Le but est de prolonger, d'anticiper, puis de prolonger l'événement. Donc l'aspect marketing, pardon, un petit peu difficile pour nous. Donc au départ, comme on se base sur un site web et une base de données, au final les coûts sont minimes. Puisqu'on est étudiant, on ne vise pas d'avoir un salaire particulier. On lance le projet, on voit si au début si la chose marche ou pas. Donc ça nous fait juste des coûts de serveur initial. Et pour l'avenir, on faire payer une commission sur le proposement d'un hébergement ou d'un covoiturage. Faire payer une commission à l'utilisateur, par exemple, fixe, de 50 centimes sur une transaction. Voilà. Donc après, pour justement la vision, c'est de développer de nouvelles choses en se basant surtout sur l'événement, la préparation de l'événement, et offrir des services. Vous voulez créer un événement, vous pouvez faire des événements privés au final. Vous voyez l'état de vos invités niveau covoiturage et hébergement. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver un covoiturage? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver un hébergement pour venir à votre événement? Cas typique, un mariage, est-ce que tous les invités auront un hébergement et un covoiturage? Dans ce cas-là, on pourra là commencer à créer de l'argent puisqu'on pourrait proposer des offres de partenaires locaux. Justement, des hébergements sur place avec des partenaires locaux, des auberges et des covoiturages optimisés avec les personnes qui viennent à votre mariage si le trajet se coïncide au final entre les personnes qui viennent à votre mariage. On présuppose que pour un événement comme ça, les personnes qui ont déjà des voitures n'ont pas forcément besoin de covoiturage. Donc on se baserait plutôt sur l'hébergement et la gestion de l'événement pour la personne qui le crée. Voilà. Alors moi j'ai deux questions. La première c'est quelle est la vraie différence avec covoiturage.fr qui aujourd'hui marche plutôt très fort. Et la deuxième c'est comment arriver à avoir une grosse communauté sur un site sans y consacrer d'efforts marketing. Si vous restez, si personne n'est vraiment impliqué dans le projet, vous avez que des coûts de serveur. Avec le covoiturage, voilà. Justement, on se base normalement sur l'aspect communautaire. En fait, c'est justement ça, je ne vais pas forcément parler, et on veut offrir plutôt une API de modding pour par exemple, j'ai créé mon réseau social de sport, j'ai créé mon réseau social, etc. Et au final, notre service pourrait même être transparent vis-à-vis sur mon réseau social. On pourrait utiliser nos algorithmes pour faire une mise en relation entre les personnes qui vont à un événement. C'est un plug dans notre site. On pense que ça permettrait d'offrir le plus de visibilité d'utilisateurs initialement pour notre site, en fait. Dans Facebook,
Non, enfin, par exemple il y a beaucoup de personnes en ce moment, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui se créent en ce moment, et leur offrir ce service-là, au final. Un service supplémentaire. C'est-à-dire qu'on peut, via une API, brancher des modules de covoiturage dans un site Voilà, c'est déjà dans un site que vous êtes en train de créer. En fait, déporter tout ce qui est compliqué, l'algorithme de calcul de trajet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont... Est-ce qu'il y a de calcul de coûts, de déroutage, est-ce qu'il y a parmi d'autres événements, est-ce qu'on pourrait au final compléter des voitures avec d'autres personnes qui vont au même endroit mais des événements différents? Parce que c'est pas forcément sur les mêmes réseaux sociaux, pas forcément des gens qui communiquent entre eux. Et justement, les algorithmes derrière pourraient commencer à compléter les voitures si ne sont pas pleines. Là, on parle du covoiturage, mais donc dans l'idée, il n'y a pas que le covoiturage, il y a l'hébergement. Alors, et par contre, la personne qui va proposer un service, soit donc de covoiturage, de covoiturage ou d'hébergement, ça ne va pas être forcément la même personne. Est-ce que c'est pas difficile de mettre en relation, en fin de compte, trois entités, la personne qui va à l'événement, la personne qui propose un déplacement et qui va peut-être pas à l'événement, et une personne qui est sur place, qui propose. Est-ce que déjà, si un problème de masse critique pour constituer la communauté, est-ce que c'est pas improbable qu'il y ait des gens qui aient ce besoin, qui se retrouvent? C'est justement l'intérêt de baser sur l'aspect communautaire au final. Quand on va se baser sur plus, au lieu de vous allez à une ville à une autre, vous allez à un concert. Et donc, ces personnes-là ont intérêt à communiquer entre elles avant le concert et après le concert. Mais la personne qui propose l'hébergement, elle ne va pas au concert. L'offre de service. L'offre de service, là, vous parlez pas de la ceux même. qui ont besoin. Est-ce que c'est vraiment à destination du covoitureur ou est-ce que c'est à destination des professionnels qui organisent quelque chose, des particuliers qui organisent quelque chose, qui peuvent proposer un service? L'intérêt, c'est justement sur les sites d'événements d'avoir un lien vers notre site au final. Quand vous avez votre billet, vous puissiez continuer l'expérience au final, pour pouvoir partager avec des personnes de la communauté. Pas juste aller au concert qui dure 1 minute, 1h30, 1h. Juste dans votre idée, pour poursuivre sur l'idée de concert, ça peut par exemple être des hébergements gratuits. Oui, complètement. Le plus, c'est le partage en fait le partage de l'événement plus que l'aspect pécuniaire. Et donc dans le week-end, est-ce que vous avez travaillé sur les maquettes, qu'est-ce que vous avez réalisé, vous étiez des ingénieurs, qu'est-ce que vous avez réalisé? Donc déjà dégager l'idée proprement, c'est plutôt difficile. Et on a plutôt travaillé sur le code. Oui. Qu'est-ce qui est le produit? Qu'est-ce que vous avez produit? On a commencé en fait à voir les API de différentes choses, à travailler sur tout ce qui est OpenStreet, les cartes justement, les API ouvertes. Donc Google Maps n'est pas intéressant pour nous puisque payant en bout d'une certaine masse critique qui arrive rapidement. Donc comme on ne dégage pas forcément des bénéfices directement, on vise plutôt des solutions comme OpenStreet. Sur les réseaux sociaux, oui. Ouais, sur les réseaux sociaux, c'était pas très clair. Sur quel site voulez-vous plugger Les réseaux sociaux en création au final, qui se basent sur un événement, les réseaux sociaux de sport, les réseaux sociaux par exemple Lady Gaga qui a fait son propre réseau social. Union Édition. Union Édition et Attic qui se prépare pour la présentation après. La souris de volonté, ça fait une souris. Bonjour à tous, donc moi je vais vous présenter Union Édition, donc avec l'équipe qui est là, et on va essayer d'être super rapide. Donc je vais vous présenter une petite histoire parce que c'est tout le sujet en fait. Donc je vous présente Thomas, et Thomas il est super pote avec Nicolas. Ils sont vraiment potes depuis l'enfance, mais petit à petit, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a Maud qui est arrivée. Et Maud, en fait ils vont se fiancer, ils sont fiancés maintenant, et ils vont se marier, et en fait il faut offrir un cadeau. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'il réfléchit pour trouver une idée de cadeau, quelque chose de sympa qui passerait bien dans un mariage. Il regarde ce qui existe. Aujourd'hui, c'est des présentations PowerPoint qui existent. Donc en fait,
on retrace un peu la vie du couple avant, pendant la rencontre et tout ça. Et puis bon, en fait, lui, il trouve ça que c'est pas top, parce que c'est pas très interactif. Il n'y a que lui qui va préparer ça dans son coin, et puis après, ça va tomber aux oubliettes. Donc, en fait, lui, il avait pensé à quelque chose de classe, qui va rester dans le temps, pour tous, interactif, avec un peu d'humour. Désolé, alors, il y a des petites incompatibilités. Donc voilà, et nous, on a la solution pour ça, en fait. Ça s'appelle Union Édition, pardon. Donc voilà notre page d'accueil. Et en fait, nous, donc ça serait vraiment de proposer une interface qui aboutit sur un produit final qui est un livre qui aurait été, en fait, on propose un accompagnement qui va faciliter la rédaction et l'intégration de contenu, donc des photos. Et en fait, tout ce contenu sera ajouté par les invités au mariage. Donc en fait, c'est une possibilité pour tous d'acheter le livre qui va représenter un objet et qui va symboliser le mariage que en fait la famille proche ou les amis proches pourront acheter en fait à la fin du mariage. Donc voilà comment ça s'organise. Il y a quelqu'un qui crée un compte et il peut inviter toutes les personnes via mail en fait qui participent au mariage et qui vont pouvoir ajouter des petites photos et une petite anecdote qui va rappeler comment on s'est rencontrés, à quel moment dans la vie. Donc en fait ça s'organise comme ça. On a eu l'idée de 3 chapitres en fait. Donc il y a le moment avant les fiançailles, donc par exemple on raconte un peu l'enfance. Il y a le moment préparation du mariage qui est une étape super importante. Par exemple ici on voit l'achat de la robe de mariée, donc la petite photo qui illustre avec les témoins. Et le live mariage en fait c'est une application mobile qui vient en complément. Et en fait c'est la possibilité pendant le mariage avec l'application, on prend une photo, on l'ajoute directement et ça vient augmenter le contenu qui est présent en fait sur le livre. Donc l'intérêt c'est en fait, par exemple on prend un rétroprojecteur et le contenu s'ajoute en temps réel et on voit les photos qui ont été ajoutées, les commentaires. Par exemple si les témoins vont retourner la maison des mariés, on le voit en direct et c'est assez drôle. En fait nous on trouve ça drôle. Donc voilà. Ça dépend pour qui, mais l'expression est très intéressante. Le modèle économique. Donc en fait nous notre boulot c'est de vendre des livres. Donc voilà. Donc on offre le livre numérique gratuit, donc c'est un modèle freemium. Et en fait, nous, on vend des livres avec des options supplémentaires, donc des templates un peu plus élaborés. Donc voilà, une qualité de livre, du papier, nombre de pages, voilà, des nombres d'impression, correcteur d'orthographe et de syntaxe. Ça aussi, c'est important. Avant d'imprimer, il n'y a pas de faute, c'est cool. Donc voilà, on propose plusieurs packs. Donc si on veut un seul livre, 30 €. Et ensuite, plus on commande de livres, et en fait, plus le coût unitaire du livre diminue. Et nous, on estime qu'en moyenne, c'est 7 livres pour la famille proche et les témoins. Et en fait, nous, on marge à 10 € par livre, en fait, globalement. Donc, je laisse passer parce que ça, c'est un peu plus technique. Juste présenter quelques chiffres qui sont intéressants. Le marché du mariage, ça représente 3 milliards d'euros. Donc, c'est pas rien. En moyenne, le budget d'un mariage, c'est 11 800 €. Il y a 139 000 mariages dans la catégorie qui nous intéresse, c'est-à-dire les moins de 34 ans. Ça s'intéresse. Et juste en Bretagne, il y a 12 000 mariages. Donc rien qu'au niveau local, on a de quoi commencer, quoi. Voilà. Donc l'équipe, super intéressante l'équipe. On est tous des profils différents. Venez. Merci pour le Quels sont les concurrents sur ce marché-là? Alors en fait, il y a plein de choses qui existent dans le domaine du livre, mais il n'y a rien dans la niche spécifique du mariage. Il faut savoir que c'est un univers, le mariage, c'est des templates, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des voyages, par exemple. Éditer son livre de voyage, voilà, mais c'est pas quelque chose d'aussi collaboratif et il n'y a pas les aspects applications qui viennent en temps réel commenter quelque chose de... Voilà. C'est facile. Qu'est-ce que vous avez fait en Voilà, alors en fait, il y a un lien qu'on avait mis, mais voilà. Techniquement, on a fait une partie du site internet. On a fait une partie du site internet et on a commencé à travailler en fait sur la partie aussi mobile, tablette. Et donc avec une présentation style public où on peut faire tourner les pages pour que ça reste très ergonomique et simple d'accès. Je pense que tu peux peut-être présenter vite fait le... Okay. Et donc, il y a une offre sans modération, et donc vous prévoyez sur l'offre basique qu'il n'y ait aucune intervention de votre part de temps à passer pour faire le livre. Du coup, il faudra toujours une petite intervention humaine pour un peu recaler les choses, pour une complément automatique.
Donc en fait, il y aura une première modération par rapport à la personne qui a Pour créé la le compte. qualité, ouais, pour retravailler, pour est-ce qu'il faut. Non, en fait, ça sera derrière généré en PDF haute def et ça partira directement au format chez l'imprimeur avec qui on est partenaire. C'est validé d'une part par la personne qui a créé le compte et qui a géré tous les invités et d'une part à la fin par les mariés qui en même temps pourront rajouter un petit mot de remerciement. Et modifier quoi, pour retravailler. Voilà, pour éviter qu'il y ait des informations qui ne concernent pas toute la famille. J'aime bien aussi, on avait fait une petite étude de marché, on a eu 208 réponses, et globalement, il y a 2/3 des sondés qui sont très intéressés par l'idée. Voilà. Ouais, donc sur le, mis à part donc là, les ventes unitaires, vous avez prévu de faire des partenariats, comment promouvoir un peu le produit, vu qu'il y a quand même pas quelques gros acteurs sur les mariages qui regroupent un peu les services, comment est-ce que vous avez prévu de communiquer? Alors effectivement, on parlait du salon du mariage, mais il y a aussi tous les acteurs locaux, tous ceux qui vendent des robes de mariée. Tous ceux qui vendent des robes de mariée, par exemple, ils sont très intéressés. Enfin voilà, et on mise aussi sur la viralité, c'est-à-dire que si vous commencez à aller à un mariage, et ben, globalement, vous aurez 5 de vos amis qui vont se marier dans le futur. Et si vous trouvez ça cool, et ben, vous direz, bah, moi aussi, pour mon mariage, je veux ça. Quoi. Voilà. Du coup, comme on parle de viralité, d'un point de vue e-marketing, tout ce qui est community management, sur qu'est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous avez prévu d'y travailler? Alors en fait, comme on aura du contenu, si on est autorisé à utiliser les photos qui ont été prises, on peut faire des petits storytelling où les photos les plus sympathiques qui ont été prises ou les plus anecdotiques qui ont été prises pendant le mariage ou pendant tout le processus. Et vraiment, ça peut donner des petites histoires sympas à raconter qui sont fun et voilà, donner envie à d'autres personnes de continuer. Et dans l'introduction, vous présentez une présentation. Donc là, c'est que le livre ou il y a aussi via le site possibilité de projeter des choses? Parce que là, j'ai pas trop compris. Il y a une consultation en ligne en fait en format flipbook qui se transmet au fur et à mesure, plus le diaporama en live le jour du mariage pendant le repas. Et après, les gens pourront consulter ce flipbook et pourront l'acheter ou pas. Et donc, par contre, c'est gratuit sur tout le début. La consultation sur 6 mois. Ouais, consultation sur 6 mois. Attic. Ok, Attic, et puis après, Brest Connect. Alors, trop tard. Ouais, non, mais trop tard. Voilà, peut-être, ouais. Ouais, mais là, par contre, sur la Ça va. Hein ça va pas. Non, c'est pas. C'est un coup à suivre. On y va. Bonjour. Alors nous sommes à Attic. Alors nous, l'équipe et moi-même. Donc ce qu'on a voulu résoudre, c'est un problème que j'ai pu rencontrer moi-même finalement il y a plusieurs mois. Ce que je me suis dit, c'est que si je l'avais rencontré, c'est que j'étais certainement pas le seul. À savoir quand j'ai voulu vendre ma machine à laver, tout simplement, sur le site qui est notre concurrent, à savoir le concurrent, le pourquoi, puisqu'il s'agit d'une application mobile de petites annonces. Ce problème, c'est que finalement j'ai passé beaucoup de temps à essayer de vendre ma machine à laver, et que j'ai fini par la vendre finalement, mais au travers d'une petite annonce que j'avais postée dans le hall de mon immeuble à ma voisine du dessous, qui elle-même avait passé plusieurs semaines à chercher une machine à laver sur le même site, Le Bon Coin. Donc là, je me suis dit qu'il y avait dû avoir un problème et que c'était un petit peu dommage qu'on n'ait pas été mis en relation. Donc la solution qu'on veut apporter, nous, par rapport à ça, c'est justement faire un service mobile qui serait basé sur la géolocalisation et donc qui présenterait les annonces les plus proches de nous. Donc on a fait une petite étude de marché qui a prouvé que c'est quelque chose qui pourrait avoir de l'avenir, puisque cet intérêt pour la localisation semblait être assez important, et notamment aussi pour avoir quelque chose
avec une ergonomie centrée sur la photo et donc assez claire et simple. Donc ça a apporté à ce que vous allez voir maintenant. Ça, c'est l'équipe. Donc on est 4 développeurs et 2 business développeurs. Voilà. Donc voilà, ça c'est la démo la maquette en fait de l'application qui est également commencée à être développée. Donc quand on lance l'application, on arrive sur cette page qui présente immédiatement une mosaïque en fait des petites annonces les plus proches de vous d'un point de vue de géolocalisation réelle. C'est-à-dire que c'est vraiment ceux qui sont proches de vous. C'est pas dans toute la région, c'est au mètre près quasiment. Ensuite, donc il y a une barre de navigation en bas qui va vous indiquer comment faire, et tout est très simple, il suffit de mouvement de pouce de slider gauche-droite. Quand on va vers la droite, on passe en mode acheteur, c'est-à-dire que le premier onglet à droite que vous voyez précédemment, c'était pour faire tout simplement une recherche. Un coup à droite supplémentaire nous amène sur les annonces qu'on suit, donc on peut suivre des annonces qu'on choisit, et on a un système de notification qui nous indique si on a reçu des nouveaux messages du vendeur, puisqu'on pourra communiquer avec lui directement. Et on peut également placer une sorte de veille d'alerte, choisir des recherches qui vont s'actualiser toutes seules, même quand vous n'êtes pas connecté à l'application, et qui vous enverra des notifications si une annonce qui correspond à vos recherches apparaît sur le site. Donc voilà, en gros, la maquette de la présentation d'une offre, donc avec une description. On est basé sur un modèle extrêmement visuel, pour encore plus d'accès et d'immédiat, donc avec des descriptions courtes. Directement un accès aussi aux notations du vendeur, puisqu'on a vu que c'est la confiance en priorité qui est cherchée par les acheteurs, et également donc un produit pour le vendeur pour voir s'il y aurait d'autres produits qui nous intéresseraient. Des photos, également aussi possibilité de mettre des vidéos, et donc le système de communication qui se ferait par message asynchrone, éventuellement assez rapide, type texto, à l'intérieur de l'application. Et quand on passe en mode vendeur, on a son propre grenier dans lequel on peut donc rajouter des annonces et qui est modéré et qui comporte pareil des notifications pour savoir quels acheteurs potentiels vous ont demandé de parler avec vous. Et voilà, et puis donc bien sûr, possibilité de poser ces annonces bien sûr, et une modération de votre propre profil. Donc je vais laisser la parole pour le business plan. Ah oui, non, pardon. Donc voilà, ça c'est un premier screenshot de l'application qui est en développement. On a également un début sur tablette et un début aussi en plateforme web internet. Ok, 10 secondes, c'est bien assez. Au niveau du modèle d'affaires, donc du micro-paiement, sur des fonctionnalités supplémentaires, des partenariats, ça va être en phase 2. Donc, courbe de diffusion assez. On a ciblé les chineurs technophiles pour tester le modèle. Et la question. Première question, ouais, donc là, ce que vous avez écrit sur le business model, donc micro-paiement, c'est-à-dire ça va être à l'achat de chaque produit, une commission, qu'est-ce que vous prévoyez? Du coup, ça va être la première étape au niveau du modèle d'affaires, ça va être la première étape, donc c'est pour rajouter des photos supplémentaires, pour remonter son annonce sur les annonces de proximité. De base, c'est gratuit. De base, c'est gratuit pour attirer les deux façons. C'est pour ça que vous donnez les coordonnées, parce qu'il n'y a aucun site qui donne comme ça directement le numéro de téléphone et mail, parce que sur vos captures. Mais est-ce que, justement, par rapport à votre monétisation, après, justement, si c'est des offres un peu plus premium que vous mettez en plus, il n'y a pas le problème de donner les coordonnées? Non, c'est ça. On a prévu, bien évidemment, garder que chaque personne maîtrise les informations qu'il communique, que ce soit un mail. Parce que vous ne passez pas, vous ne saurez peut-être pas quand la transaction se fait. Non, c'est ça. En fait, c'est plus dur à comprendre. Mais en évolution prochaine, c'est éventuellement permettre une solution de paiement. Donc, notamment pour éviter les chèques en bois et pour éviter aussi aux personnes de retirer 300 € pour aller acheter un téléphone portable dans la rue. Donc on a réfléchi à ça au niveau de soit NFC ou échange de code. Mais du coup, il faut qu'on pousse plus ça pour se permettre de vous le présenter. Il y a des partenaires bancaires aussi qui sont intéressés. Vous n'avez pas prévu en cas d'être sûr que les transactions se fassent pas. Ça, c'est plus de la mise en relation. Et puis, vous ne savez même pas s'il faut que la personne aille après indiquer qu'elle a vendu parce qu'elle n'est pas obligée forcément d'utiliser l'application pour dire j'ai acheté. Pour la notation après, tout la ça, notification. Une fois la notation, il recevra un push après. Il faut qu'ils disent qu'il l'a vendu parce que le fait qu'il n'est pas obligé, puisqu'il va l'appeler par téléphone, il n'a pas à cliquer. Disons qu'en fait, au début, le but, c'est de faire de la notoriété à l'application déjà, en fait, en se basant finalement sur le fait de la géolocalisation, que n'offre pas le bon point, que n'offre vraiment aucun concurrent. Finalement, votre grand élément différenciateur, c'est la géolocalisation. C'est la géolocalisation réelle, on va dire. C'est-à-dire celle qui fait qu'on voit... Mais le gap de différence de propriété intellectuelle, il n'y a que ça. Demain, le Bon Coin rajoute la géolocalisation, il vous reste quoi? Non, disons qu'il y a aussi
Le but, c'est finalement d'essayer d'accompagner le vendeur le plus possible jusqu'au bout de l'achat. Alors après, le problème qu'on a aussi pour acquérir de l'audience et du download, puisque c'est une application, c'est qu'on ne peut pas le forcer finalement à tout faire sur notre Et donc finalement, il faut lui laisser la possibilité de pouvoir faire par lui-même, mais en lui offrant le plus de services possible. C'est pas forcément un problème de téléchargement, c'est vraiment un problème de business model. Parce que si vous mettez l'adresse et que vous ne faites pas un contrôle sur les ventes, vous perdez vos ventes. Donc vous allez faire comment pour monétiser et gagner de l'argent? Des offres plus en mettant des photos. Oui, c'est ça. D'accord, des offres. Ouais. Mais par contre, du fait que là vous êtes sur de l'extrême localisation et que justement il y a des difficultés d'acquisition aussi vous avez ce téléchargement de base d'utilisateurs, est-ce que ça va pas être d'autant plus difficile que déjà vous êtes sur un quartier, quelque chose de très précis, vous n'avez pour l'instant aucun abonné, est-ce que ça va pas être dur de lancer l'application du fait que la force c'est l'extrême localisation? Ça paraît déjà sur le Bon Coin, on met des tailles de villes intermédiaires et on ne trouve pas forcément de la téléphonie. On va, avec un iPhone, on va trouver une personne sur l'agnon. Donc si en plus on cible sur du local, est-ce que c'est pas difficile de trouver sa cible? Alors, en fait, c'est pour ça qu'il va falloir déjà être patient et puis le cibler sur une ville comme Rennes, par exemple, pour le lancement. Et on a un partenariat. Ah oui, d'accord. En fait, il faudra se lancer justement avec des partenariats d'événements locaux, comme par exemple la Grande Parade de Rennes, pour se lancer donc, au niveau local. Le temps. Et juste, là, vous évoquiez une home où on présente tous les produits locaux. Est-ce qu'il apparaît qu'il y a du bruit? C'est-à-dire que quand on met des filtres très généraux sur le Bon Coin, on a que des petits gadgets à 1 euro et tout ça. En fin de compte, pareil, on a trop de bruit du fait que vous présentez votre home, c'est que les derniers produits ou les produits Oui, on a en effet prévu une modération pour éviter tout ce bruit comme il y a sur le Bon Coin. Donc limité à certains secteurs. Voilà. Ok, merci. Brest Connect, après. Brest Connect, et puis après on va avoir Checking Machine. On se prépare. Brest Connect. Je t'ai pas mis en mode diaporama. Si. Je t'ai mis en mode plein écran. Je sais pas si on peut passer Bonjour à tous, je suis Maximilien du projet Brest Connect. Notre logo c'est confidentialité garantie. Donc notre but est de garantir la vie privée sur Internet. Donc pour cela, le projet se divise en deux parties. D'une partie, nous visons les utilisateurs qui vont pouvoir gérer leur identité virtuelle sur Internet en définissant quelles informations ils doivent délivrer à quel service lorsqu'ils se connectent. Et également utiliser leurs identifiants des réseaux sociaux pour pouvoir se connecter à n'importe quel service, notamment par exemple tout ce qui est administration publique, où il faut bien souvent rajouter un compte, ce qui n'attire pas les utilisateurs. Cela permet d'autre part d'améliorer pour l'accessibilité pour les fournisseurs de services qui vont pouvoir intégrer les connexions par les réseaux sociaux sur leurs services en passant par Brest Connect. Donc ça permet également de vérifier les informations utilisateurs, parce que sur les réseaux sociaux, les informations sont un peu aléatoires, donc Brest Connect pourra vérifier toutes ces informations-là. Brest Connect répond à des contraintes légales et techniques au niveau de la gestion des identifiants pour les services web. Donc notre service est donc un intermédiaire de confiance entre les fournisseurs d'identité qui vont être Google, Facebook et les fournisseurs de services web qui pourront se baser sur ces identifiants. Donc par exemple, un utilisateur souhaite envoyer un message au maire, donc ici la mairie de Vannes. Donc pour cela, lorsqu'il valide son message, une fenêtre apparaît et lui informe que la mairie de Vannes a besoin d'informations supplémentaires et qu'il s'identifie pour pouvoir poster son message. Donc nous avons les informations qu'il demande. Ensuite, les différentes API de connexion,
Google, Facebook, Twitter. Et enfin, un lien vers notre charte de confidentialité et vers le panneau administrateur de l'utilisateur. Ce panneau d'administration permet de suivre exactement tous les sites auxquels il s'est connecté et de voir pour chaque site les informations qu'il a partagées avec ce site. Donc, par exemple, ici, en regardant la mairie de Vannes, l'utilisateur a partagé notamment son prénom, son numéro de téléphone, et il peut décider de modifier ces informations-là ou de les supprimer. Ces informations seront renvoyées au site de la mairie de Vannes. Toute cette architecture-là est basée sur une architecture sécurisée où toutes ces données sont stockées localement au niveau du pays pour respecter la législation. Et toutes ces informations seront chiffrées de telle manière à ce que seul l'utilisateur puisse accéder à ces informations. Donc nous avons travaillé sur un business model avisé au départ de la Bretagne, qui permet déjà d'avoir une représentation assez importante. Donc le potentiel breton, c'est 5 millions d'habitants, avec notamment plus de 10 000 sociétés de plus de 10 salariés, plus de 200 lycées et des milliers d'associations. Donc pour cela, nous avons fait l'hypothèse que nous pouvons avoir un taux de pénétration de 3%, ce qui nous permettrait d'atteindre en 18 mois un équilibre financier avec plus de 200 000 identifications d'utilisateurs. Donc notre vision pour l'avenir, c'est en démarrant de la Bretagne et en s'implantant en Bretagne, pouvoir reproduire ce modèle dans les différents pays européens en respectant toujours les différentes législations en vigueur dans ces pays et permettre d'avoir un service unique par ailleurs pour tous les utilisateurs. Donc voici notre équipe et nous allons répondre à vos questions. Vous respectez donc toutes les préconisations de la CNIL sur l'identité, sur la préservation des données personnelles, parce que c'est des questions plus qui sont politiques sur l'identifiant et la dangerosité aussi d'avoir par personne une identité numérique. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là, plus liberté publique? Alors, la CNIL en France, effectivement, et la police pour tout ce qui est données personnelles, il y en a dans tous les pays, enfin, disons dans l'Europe étendue, Europe, Canada, Australie, Japon, aux États-Unis, c'est un petit peu différent le modèle. Donc, par rapport aux préconisations de la CNIL, on a des milliers d'avances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous, on propose en fait, c'est déjà d'une part que l'ensemble des données de l'utilisateur soit cryptées, que ce soit le seul qui en possède les clés. Donc, on est à l'inverse de tous les projets qui ont été présentés avant, qui consistaient en fait à vendre la donnée, la vie privée des utilisateurs. Nous, à l'inverse, on s'engage à faire en sorte qu'on ne puisse plus la vendre. Déjà, ça, c'est une très grande différence. Donc, le modèle de la CNIL, en fait, aujourd'hui, est un modèle qui est, par exemple, on n'a pas le droit en théorie de créer de clé unique. D'accord, c'est interdit. Le droit français, le Data Privacy Act européen l'interdit, et tout le monde en fait. Donc, ce que nous, on propose justement, c'est de réellement implémenter ce modèle. Et une des vocations du projet, justement, c'est de démarrer un projet européen pour définir un profil d'interopérabilité derrière, et que ce profil d'interopérabilité, justement, impose d'implémenter des systèmes qui soient réellement ce qu'on appelle le privacy built-in, c'est-à-dire où la protection de la vie privée n'est pas une espèce de couche de peinture qu'on a mis à l'extérieur du projet, mais réellement quelque chose qui est embarqué à l'intérieur du projet. Donc la CNIL ne nous inquiète absolument pas, c'est plutôt, pour nous, c'est un élément marketing. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la méthode d'adoption de votre service? Alors, la méthode, il y a deux choses à voir au niveau de la méthode d'adoption. La première, c'est qu'en fait, on fait un effet de levier sur des identités numériques qui existent. Donc, Facebook, en France, par exemple, c'est 20 millions d'utilisateurs. Donc, ça, c'est le premier point. Et justement, aujourd'hui, ce qui, au niveau des collectivités territoriales, tue les services numériques, c'est leur incapacité à faire que les utilisateurs acceptent de créer un profil chez eux. Il faut savoir que le taux d'échec au niveau de la création d'un profil utilisateur sur un site qui soit en administratif, c'est encore pire, mais même dans le privé, les taux d'échec sont en général de 50, 70, 80%. Donc, même si on ne faisait que de diminuer de moitié ce taux d'échec au niveau de la création, déjà, on fait un bond énorme. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme vous avez vu, on est un intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas un portail supplémentaire.
on n'est pas un espèce de policier non plus. On se présente plutôt comme le grand frère qui tient la main pour aider les gens à circuler dans un environnement qui est dangereux. Donc, on n'est pas... Là, on voit, par exemple, sur l'interaction avec la ville de Vannes, on veut déposer un message au maire. Bon, évidemment, il faut une forme d'identification pour ça. On explique à la personne pourquoi elle est identifiée. Aujourd'hui, les gens, dans l'ensemble, tuent les créations de profils parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur pose la question. Donc nous, en fait, on leur apporte un mécanisme où, justement, d'une part, on leur explique pourquoi on leur demande des informations, et en plus, on les autorise à faire marche arrière sur les informations qu'ils ont données. Donc ça, c'est réellement l'implémentation au droit à l'oubli. Alors, ça a aussi d'autres avantages techniques pour les services, puisqu'en fait, on voit ici dans notre exemple, vous voyez tout à l'heure dans l'exemple où la personne était président d'un club de foot, hein, je crois que c'est l'exemple qui a été pris, si cette personne change son numéro de téléphone, tous les services qui ont reçu son numéro de téléphone vont les notifier que son numéro de téléphone a changé. Donc Checking Machine qui vient, et puis Ludispace qui se prépare pour la prochaine intervention. Le dernier. Bonjour à tous. Vous passez un bon dimanche? Ouais. Bon, tant mieux. Donc, nous allons vous présenter notre projet Check-in Machine. Check-in Machine, c'est d'abord une idée brute qui a trouvé des parents lors de ce Startup Weekend. Donc notre équipe, 3 développeurs, une infographiste, une communicante, tous du Grand Ouest. Donc prenez une idée, 5 profils complémentaires, des tonnes et des tonnes de post-it, laissez mijoter, remuez pendant 54 heures et vous obtenez un concept totalement différent de l'idée initiale, novateur, avec un nom, un logo et surtout de potentiels partenaires. Donc, pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a dit dans les couloirs, je ne sais plus qui, mais disons que t'es au courant, la Bretagne était devenue indépendante. Réalité ou fiction? Comment contrôler la fiabilité de l'information? Il manque un outil actuellement au cœur des canaux d'information. Check-in Machine sera le lien entre les médias, les réseaux sociaux et les utilisateurs comme vous et moi autour d'une plateforme pour échanger l'information et indiquer ses sources pour ainsi garantir sa fiabilité. Donc, nos valeurs seront la neutralité, la collaboration participative, mais surtout la fiabilité en complément des autres acteurs. Donc, la plateforme sera sous forme d'un site internet interactif où les utilisateurs poseront des questions précises à la communauté et pourront y répondre à travers, avec un nombre de caractères restreints et surtout en indiquant clairement ses sources, ses différentes sources. Oui, et donc la communauté alimentera d'elle-même le contenu, mais surtout le jugera à travers un système de notation et de réputation. Et mobile dans tout ça. Check-in Machine va également être développé en version mobile, tout d'abord sous la forme d'un site mobile accessible via les navigateurs des smartphones, le temps de développer une application gratuite disponible pour les utilisateurs sur les différents App Store. Voilà, alors au niveau du business model, donc nous avons identifié trois principaux concurrents en fait, qui sont Quora, Twitter et Google News. Donc pour contrer justement cette concurrence, nous nous plaçons avec une valeur ajoutée, c'est-à-dire la fiabilité, l'accès rapide à une information fiable,
Pour cela, la segmentation client est la suivante. Donc, tout d'abord, tout ce qui est web et news addict sur une tranche d'âge de 20 à 35 ans. Dans un second temps, les adeptes des sites collaboratifs, qu'ils soient spectateurs ou bien participants. Et enfin, les fact-checkers qui regroupent principalement des professions dans le monde du journalisme. En fait. Donc, pour justement communiquer vers ces cibles, on va adopter une stratégie marketing multicanal vers les clients, du coup, business to client, et dans un second temps, envers les entreprises, je vous en parlerai plus précisément plus tard, de business to business. On va passer à la slide suivante. Alors ça, c'est le plan de développement du projet pour les mois à venir. Donc, développement de la phase bêta du projet pendant 4 mois pour le site internet. Au bout de 4 mois, le site sera, la version bêta du site sera mise en ligne pour qu'on ait des retours au niveau des utilisateurs. Et après, on va sur le site internet. Ouais, au niveau du produit, moi j'ai pas bien vu, donc là vous présentiez un système pour publier du contenu, et vous disiez c'était pour certifier vraiment les sources. Donc, ce que j'ai pas bien si c'est ce que vous faites un peu l'intermédiaire, ou comment est-ce que vous êtes sûr aussi, c'est par de la réputation des membres, comment est-ce que vous certifiez les contenus, et puis surtout vraiment au niveau du produit, est-ce que votre site est autonome ou est-ce que vous êtes vous parliez d'intermédiaire avec des sites médias, bien préciser ce point-là. Alors du coup, on a notre système de réputation qui va nous permettre d'obtenir des membres qui vont avoir une certaine influence. Et ces membres, on pourrait éventuellement leur donner la possibilité de qualifier les sources et les réponses qui ont été fournies par d'autres membres. À partir de ça, on peut en déduire une note qu'on va attribuer, par exemple, à la question, à la réponse et aux sources. Et cette note, elle est intéressante à la fois pour les médias et pour savoir si cette information est fiable ou pas. Ces personnes qui vont en fait finalement garantir l'information. Donc ces personnes, elles sont désignées par l'importance de leur réputation. Donc la réputation, elle est acquise en ayant participé de manière proactive au sein de la communauté, ayant eu des interventions intéressantes. Donc c'est les membres qui vont eux-mêmes juger si l'intervention est intéressante, qui vont faire monter certains membres en réputation et qui vont du coup obtenir des droits supplémentaires sur le site. Au final, vous avez prévu une garantie de la garantie ou on s'arrête à ce stade-là? On a aussi une partie en fait, dans la garantie de la fiabilité des informations, c'est justement qu'on s'est renseigné pour créer des partenariats en fait, avec des médias print régionaux et nationaux qu'on a contactés d'ailleurs et qui sont pour certains partants pour se lancer dans cette aventure, qui justement pourraient animer en tant que journaliste des rubriques sur des thèmes précis et apporter justement un regard d'expert et du coup nous légitimer sur ce marché. Et en échange, nous, on leur fournit le profil, des données généralisées, anonymisées des utilisateurs sur leurs cibles de lecteurs et les potentielles tendances et comment ils se positionnent par rapport aux autres sources d'informations. Je reviens sur ma question du produit. Donc concrètement, l'utilisateur arrive, il poste du contenu sur votre site comme un Twitter. Quoi. Donc c'est ça, vous faites Twitter, sauf que vous dites c'est un Twitter certifié quoi, sur l'information qui va être utilisée. Même si on a vu des cas dans la presse récemment, ou même des sites d'information comme Atlantico qui faisaient des références, eux, ça a eu des fausses interviews, Luc Châtel, ou même eux avaient du mal à certifier. Donc réussir à certifier avec des notions de réputation, c'est peut-être un petit peu difficile. Mais donc le produit, mais surtout ça, c'est le produit, c'est je poste, vous récupérez de l'information nulle part, c'est des utilisateurs qui créent un compte sur votre site et qui postent de l'information, c'est ça. Donc de manière libre. Et quel est l'intérêt pour eux de venir sur votre site par rapport à Twitter? Twitter, on poste, on sait qu'on va avoir de la visibilité. Quel est l'intérêt d'amener l'utilisateur? Quel est son intérêt de venir chez vous? Dans le positionnement, parce que Twitter est surtout basé sur a une stratégie basée sur l'instantanéité de l'information. C'est un réseau social quand même qui produit des courts tweets sous forme. J'espère que vous comprenez. Nous, en fait, on se base vraiment sur une valeur ajoutée de fiabilité de l'information. Après, c'est toute la communauté qui justement qui participe à ce contenu. Et je m'exprime trop mal, je vais laisser mes collègues parler à ma place. Non, oui, et donc c'est avec le système de réputation, 2 points. Alors bien sûr, au début, il ne sera pas fiable à 100%. On n'arrive jamais à ça. Mais c'est pour ça qu'on compte s'appuyer sur des partenaires professionnels reconnus qu'on listera. Si, admettons, je veux dire,
n'importe quoi. Si ça marche et qu'il y a 1000 messages par jour, comment certifier ces 1000 messages? Et plus ça va marcher, comment est-ce qu'on peut? Bah, avec la réputation, c'est-à-dire que... Le fait que l'information soit vraie ne vient pas du fait que plein de monde en ait parlé. C'est ça qui fait que la c'est ça personne votre. Que la personne est morte. C'est aussi ça le choix que la taille d'une machine. Ça dépend, soit vous faites confiance à un seul média, à une seule ligne éditoriale, soit vous faites confiance à vous et moi qui peuvent vérifier exactement les sources qui sont indiquées clairement à côté de la réponse à la question. Donc, à vous de choisir. Merci. Dernier projet. Ludispace. On dit bonjour aux filles de Benjamin. Papa passe à la télé. Ah, pardon. Voilà. Pardon. Ludispace. Regardez sur le live streaming. Il y a une version SMS. Ça marche pas trop mal. Ouais. Bonjour, je suis fabricant de chapeaux ronds, produit en Bretagne, et j'aimerais développer mes ventes. Ça tombe bien, je viens justement de créer un site qui va vous permettre de vendre vos produits facilement sous la forme de jeux concours. Ah bon? Facilement, mais comment ça? C'est-à-dire que l'internaute, vos futurs clients n'auront rien à payer, et vous non plus. Non, des clients qui n'ont rien à payer, ça peut m'intéresser là. Venez sur mon site pour tenter de remporter le lot. Mais comment ça fonctionne concrètement? Concrètement, vous venez sur mon site, vous choisissez un produit, vous regardez une publicité vidéo, et puis à la fin de celle-ci, vous cliquez dessus pour ensuite confirmer votre participation au tirage au sort. Oh, génial, moi je tente. Oh, puis c'est super, en plus apparemment dans ce jeu-là, j'ai beaucoup plus de chances de gagner. Allez, je regarde. Publicité. Avec le Crédit Agricole, votre participation au Startup Weekend est 100% financée. Super. Validation confirmée. Oh, je vois un voyage, hein. Je continue à jouer, hein. Pas de raison de s'arrêter. Alors très bien, voilà le concept. Maintenant quelques chiffres. On s'appuie sur un marché de la publicité en France qui est de 2,5 milliards d'euros. 72% des internautes qui regardent des vidéos en ligne, 72% également achètent. Le message publicitaire, lorsqu'il est vidéo, est 2 fois plus mémorisé et les taux de clics sont plus importants. On a également un engouement pour les jeux de la part des Français. Donc notre modèle économique s'appuie sur l'ensemble de ces données. On a donc un message publicitaire qui va être ciblé en fonction du site sur lequel seront proposés les lots. Une acceptation par internaute de la pub et un choix de la pub par affinité en fonction des goûts de l'internaute. Un affichage en mode plein écran. Et puis l'impossibilité pour l'internaute de zapper cette pub, il va être obligé de la regarder et de valider cette visualisation par un clic. Les annonceurs seront donc disposés à payer un peu plus cher ce type de publicité puisque le retour sera garanti. Et également sur notre site, plus de chances pour les internautes qui jouent de gagner. Donc on a fait une estimation de nos chiffres puisqu'on n'a pas de développeurs, on n'a pas de designer, donc on s'est essentiellement basé sur le modèle économique. On a un nombre de visiteurs potentiels avec des sites partenaires qui ont déjà été démarchés de 2 700 000 internautes par mois. On est parti sur un taux de conversion de 3%, ce qui représente un chiffre d'affaires la première année de l'ordre de 200 000 euros pour atteindre au bout de 4 ans plus de 800 000 euros. Ce qui nous donne en résultat un résultat négatif la première année et on est dans le positif dès la 3e année avec de larges bénéfices à partir de la 4e année. Donc on met pour ça en place un plan d'action qui va viser les 3 axes de développement. Ça va être développer le nombre de visiteurs sur nos sites et le site de nos partenaires, développer l'offre des lots. Ça va être facile puisque donc les commerçants auront tout intérêt à travailler avec nous puisque leurs lots seront vendus et ils n'auront rien à payer. On aura également à développer le portefeuille des annonceurs. Donc là c'est la partie la plus complexe. On va mettre en place pour ça donc un argumentaire de vente qui met en avant tous nos avantages, c'est-à-dire donc une publicité bien ciblée
des internautes qui sont volontaires pour regarder cette publicité, une publicité validée, puisque donc ils vont être obligés de cliquer. On va travailler pour ça sur les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, on va faire de l'emailing, du phonique, enfin du démarchage commercial, hein, et également de la prospection auprès des régies publicitaires. Donc 100% de satisfaction, des internautes qui vont être satisfaits d'avoir des produits gratuits, des commerçants ravis puisqu'ils vont développer leur chiffre d'affaires avec un nouveau canal de distribution, et des annonceurs aux anges puisque leur message sera vu et certifié d'avoir été vu. Donc les perspectives ensuite, ça va être développer une application mobile pour jouer partout, tout le temps, la géolocalisation avec nos partenaires pour développer du trafic dans leur boutique. Ensuite, on va pouvoir travailler sur notre propre base de données, envoyer des newsletters pour développer des retours de nos clients davantage. Des applications sur les réseaux sociaux et des services complémentaires sur notre site, donc à nous cette fois-ci, et qui seront facturés. Quelqu'un de pas timide? Par rapport donc sur le là donc ça va être de la publicité, donc vos sites partenaires donc vont mettre des bannières, c'est ça du coup de... Non. Ça sera... Parce que vous parliez de sites partenaires. Ça sera donc de la publicité vidéo. D'accord, mais là vous parliez de vos sites partenaires, qu'est-ce que moi Alors en fait on va organiser des jeux concours pour des sites partenaires. Les sites, par exemple, un site de partenaire qui a un trafic d'1 million de membres, on va lui proposer soit d'organiser pour lui sur son site un jeu concours, ou soit de donner la possibilité en fait à ses membres de venir sur notre site pour offrir à ses membres un lot en fait. Celui qui fait la promotion pour aller sur. Voilà, dans un premier temps, c'est un axe de développement. C'est-à-dire on compte mettre en place un système de marque blanche. On va développer tout ça, les sites partenaires prendront la marque blanche et auront même tout intérêt à inciter leurs propres clients à jouer. Ça va développer leur chiffre d'affaires personnel et puis ça va faire un petit peu parler d'eux. Voilà, tout simplement. Ça coûte combien pour la personne qui veut, enfin pour la personne qui vend des chapeaux par exemple? Alors, pour les commerçants partenaires et ceux qui proposent des lots, en fait, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il vend son produit au tarif auquel il le vendrait dans sa boutique. Puisqu'en fait, le lot est financé entièrement par la publicité. Une question ? Oui, parce que donc là, sur la communication par rapport aux utilisateurs, donc vous dites j'ai des produits gratuits, mais c'est pareil, c'est un tirage au sort du coup. Alors exactement, c'est un tirage au sort, mais l'utilisateur a largement plus de chances de gagner que sur les autres sites. Puisque nous, en fait, comme la pub qu'on facture, on la facture de façon plus importante, on a besoin de moins de clics finalement, et donc suivant la valeur du lot, sur un lot qui vaut par exemple 100 €, on va avoir besoin, on est parti sur un clic à 0,20 en étant assez pessimiste en fait, puisque sur les modèles qu'on a vus sur internet, on est plutôt dans le bas de l'échelle, dans le bas de la fourchette. Donc sur un clic à 0,20, il va nous falloir 500 clics, 500 participants, donc qui regardent cette publicité, et donc chaque participant... Il faut payer la personne. Oui, donc en fait 500, on va dire 600 quoi. Partager les... oui, vous Ouais, c'est ça. ne gagnez rien, vous dans l'histoire. Oui, c'est ça. En fait, on est parti sur une marge de 30% en fait. 30%, donc. On augmente légèrement le nombre de membres. Alors on les met pas en relation en fait. On va avoir un commerçant qui offre une moto. On va sur un forum qui a 2 millions de visiteurs mensuels sur un forum de moto. Et donc lui, on va lui proposer de mettre en place, c'est ce qu'il a fait. Il a démarché déjà un site de ce type. Donc il était d'accord, le site, pour mettre à disposition sa base de membres. Et donc les internautes vont pouvoir aller jouer sur ce jeu concours. On est parti sur 3% de taux de conversion. Donc sur le 2 millions, on prend les 3%. Donc ensuite, la moto, il nous faut donc... Donc sur les pourcentages au final, si vous passez par un site tiers, lui aussi va avoir un intérêt à avoir une partie, parce que donc il y a le commerçant, donc lui, son produit est payé, vous prenez votre part, et est-ce que le site éditeur a une part aussi? C'est de la marque blanche. C'est pas prévu pour l'instant, mais nous, en fait, on récompense la fidélité des membres. En fait, un site internet ne va pas pouvoir forcément récompenser la fidélité de ses membres. Nous, on lui donne la possibilité, via notre jeu concours, d'organiser
lui, il touche rien. Alors, en fait, il touche rien. C'est sur les premiers qu'il a démarché, en fait, il touche rien. Parce qu'ils étaient d'accord de le faire de cette façon-là. Voilà. Après, on a prévu un programme d'affiliation. C'est-à-dire que il a également démarché des sites comme jeuxvideo.com. Et là, effectivement, lui, il demandait de l'argent. Donc, on a prévu dans notre compte dans notre budget prévisionnel, un budget com dans ce sens-là, à raison de 10 centimes d'acquisition par visiteur.